I am arresting you for offenses under the Controlled Substances Act. Cet homme qui vient d'être arrêté est totalement inconnu du grand public. Pourtant, il est à la tête d'un énorme réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Pendant 30 ans, il a opéré dans l'ombre sans jamais avoir été soupçonné. Il a échappé à toutes les cours de justice. Son nom est Alfonso Caruana. Ce Canadien est le parrain de l'une des plus puissantes familles de la mafia sicilienne au monde, la famille Caruana Contrera. Castelvetrano, un petit village apparemment sans histoire de la Sicile. À l'hôtel de ville, la salle des archives municipales n'a pas changé depuis le 1er janvier 1946, jour de la naissance d'Alfonso Caruana. Peu de temps après, sa famille part s'installer dans le village de Siculiana, à quelques dizaines de kilomètres de Castelvetrano. Là-bas, les Caruana rejoignent leurs cousins, les Contrera. Grâce à de nombreux mariages intrafamiliaux, non seulement entre cousins mais aussi entre générations, les Caruana Contrera forment une seule et même famille. Désormais, on les appelle la famille de Siculiana. Dans l'église du village, plusieurs bancs portent le nom des personnages qui ont contribué au trafic international de drogue. L'un d'eux est le père d'Alfonso Caruana. Les Caruana Contrera ne sont pas un groupe typique de la mafia sicilienne. Consultant international sur la mafia, Antonio Nicasso est un spécialiste de la famille Caruana Contrera. Ils ont quitté le village de Siculiana dans la province d'Agrigento dans les années 50. Et là, ils ont commencé à établir des liens avec le groupe de crime organisé le plus puissant au monde. Les Caruana Contrera font partie de la mafia sicilienne ou Cosa Nostra. Cette société secrète très hiérarchisée est divisée en familles. Chacune est commandée par un chef, le capo. Selon la tradition, un petit nombre parmi les membres de la Cosa Nostra seront choisis comme hommes d'honneur. Au cours d'une cérémonie secrète, la recrue prononce un serment de fidélité inconditionnelle à la famille en faisant couler son sang sur une image sainte qu'on brûle ensuite dans sa main. Comme son père et comme ses oncles, Alfonso Caruana deviendra un jour un homme d'honneur. Alfonso Caruana grandit à une époque où la mafia sicilienne se transforme. Dans les années d'après-guerre, la mafia n'est qu'une société criminelle régionale. Ses membres se livrent à des activités telles que vol de bétail, incendie criminel ou extorsion. Plus tard, pour la première fois, quelques-uns s'adonneront au trafic de drogue. Aujourd'hui, la mafia est une redoutable puissance financière mondiale, brassant des affaires de plusieurs centaines de millions de dollars. Les Caruana Contrera ont joué un grand rôle dans cette mutation. Très tôt, avec l'accord de la mafia, ils ont quitté la Sicile pour s'installer dans plusieurs pays à travers le monde. Ils sont ainsi devenus les premiers à rompre avec la tradition. D'après la tradition, la mafia contrôle un territoire, une ville, un village, une région. Les Caruana Contrera s'installeront un peu partout dans le monde. Ils choisiront non seulement le Canada, mais aussi le Venezuela, le Brésil, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre.
Ils n'ont jamais respecté la notion de territoire de la mafia. C'étaient des internationaux, des transnationaux, et ils faisaient des affaires sur le marché mondial. C'était un des premiers exemples criminels de la globalisation. Grâce à un changement de vocation de la mafia sicilienne, les Caruana Contrera deviendront encore plus puissants. En octobre 1957, plusieurs réunions secrètes se tiennent à l'Hôtel des Palmes, entre les principaux chefs mafieux siciliens et 2 représentants de la Cosa Nostra américaine, Lucky Luciano et Joe Bonanno. Une décision capitale est prise. Pour la première fois, la mafia autorise officiellement le trafic de drogue. Les Caruana Contrera ont déjà pris cette décision. Dès les années 50, ils participent à des petits trafics d'héroïne entre l'Italie et les États-Unis. La famille envoie quelques-uns de ses membres au Canada, car Montréal est la meilleure porte d'entrée de la drogue vers les États-Unis. Les premiers membres arrivés au Canada sont les frères Contrera, les oncles d'Alfonso Caruana. Les premiers membres de la famille Siculiana à venir au Canada étaient Pasquale Contrera et ses frères, mais aussi Giuseppe Cuffaro. Cet homme était le mentor des Caruana Contrera. Il était capable de manier les techniques sophistiquées de blanchiment d'argent. Ils arrivent dans les années 50 et s'établissent à Montréal. La famille ne peut opérer à Montréal sans l'appui de la mafia locale. Membre influent de l'organisation, le Sicilien Nick Rizzuto devient rapidement leur ami. À cette époque, la mafia montréalaise est sous le commandement de la famille Bonanno de New York. Ils opéraient à l'ombre de cette puissante organisation. La mafia new-yorkaise est uniquement composée de Siciliens, contrairement à la mafia montréalaise qui regroupe plusieurs membres de plusieurs régions de l'Italie. Le parrain local, Vincenzo Vic Cotroni, est calabrais. Michel Auger est journaliste spécialisé dans les affaires criminelles au Canada. Les Siciliens ou les Calabrais avaient tous la même image de M. Cotroni, qui était à ce moment-là un personnage, un homme d'honneur respectable et respecté par tout le monde, à l'intérieur de la famille puis à l'extérieur de la famille. À Montréal, les Caruana Contrera participent à la plus célèbre des filières de drogue vers les États-Unis, la French Connection. Cette filière est principalement contrôlée par des trafiquants corses et français de Marseille. La pègre marseillaise s'établit ensuite à Montréal et entretient rapidement des liens avec la mafia montréalaise. Grâce à cette filière et à leurs nombreux contacts en Sicile et à Montréal, les Caruana Contrera peuvent désormais s'attaquer au plus grand marché du monde, les États-Unis. La famille commence à s'enrichir. Au début des années 60, des événements en Sicile vont pousser d'autres membres des Caruana Contrera à se disperser davantage dans le monde. À cette époque, une guerre interne pour le contrôle des territoires déchire la mafia. En 1963, à Ciaculli, dans la banlieue de Palerme, une voiture piégée par la mafia explose et tue accidentellement 7 carabiniers. L'État a commencé une répression sans précédent contre la mafia. Le contexte était devenu dangereux pour eux. Et au lieu de rester là-bas à se battre contre d'autres groupes pour le contrôle du territoire, ils ont décidé de quitter la Sicile. À la même époque, l'Organisation des Nations Unies envisage de faire détruire les champs de pavots des 2 principaux centres de production d'héroïne. Le Triangle d'Or, formé par la Thaïlande, la Birmanie et le Laos, ainsi que le Croissant d'Or, composé d'une partie de la Turquie, de l'Iran, de l'Afghanistan et du Pakistan. Ces centres étaient les fournisseurs réguliers d'héroïne de la mafia sicilienne. Celle-ci est donc obligée de se chercher d'autres sources d'approvisionnement.
Flairant de nouvelles occasions d'affaires, les Caruana Contreras décident alors de s'installer en Amérique du Sud. Ils vont avoir l'occasion de diversifier leurs affaires en délaissant l'héroïne pour la cocaïne, une drogue qui se trouve facilement en Amérique du Sud. L'oncle d'Alfonso Caruana, Giuseppe Caruana, est parmi les premiers à s'envoler pour l'Amérique du Sud. À cette époque, il est le parrain de la famille. Giuseppe Caruana fonde 2 colonies pour la famille. L'une au Venezuela, l'autre au Brésil. En 2001, âgé de plus de 90 ans, il demeurait toujours à Rio de Janeiro, au Brésil. Monsieur Giuseppe Caruana a acheté un appartement dans cet immeuble au début des années 80, ici sur l'avenue Atlantica, une des adresses recherchées et une zone touristique face à la plage. Le Brésil est un véritable paradis pour le trafic de drogue. Et cela, les Caruana Contreras le savent bien. Le Brésil est un grand couloir de passage de drogue en provenance de Colombie et du Pérou. Juge à Sao Paulo, Walter Fanjaniello Majerovic est un spécialiste de la mafia et des Caruana Contreras. Selon lui, le Brésil est une plaque tournante très intéressante pour les trafiquants de drogue. C'est un couloir où passe la drogue qui sort du pays, mais où circulent aussi les produits chimiques nécessaires au raffinement de la cocaïne. Sans raffinement de la cocaïne, la production n'aurait pas de sens. Les Caruana Contreras voient encore plus grand. La famille élargit ses domaines d'activité au-delà du trafic de drogue. Le Brésil est aussi très attirant par la possibilité de blanchiment d'argent. Le trafic de drogue génère des profits énormes. Les trafiquants doivent ainsi blanchir des masses d'argent sale. Les Caruana Contreras vont s'en faire une spécialité. En plus d'être des grands trafiquants, ils vont mettre sur pied l'un des plus vastes réseaux de blanchiment d'argent de la planète. En 1968, Alfonso Caruana a 22 ans. Il décide d'immigrer au Canada pour rejoindre ses oncles Contreras à Montréal. He landed in 1968 to Halifax. Il arrive à Halifax en 1968 et se présente à l'officier d'immigration comme électricien. Avec seulement, déclare-t-il, que $100 dans ses poches. Alfonso Caruana arrive par la suite à Montréal. Pendant plusieurs années, il travaille avec la famille dans la plus grande discrétion. Alfonso Caruana opérait un petit dépanneur à Ville d'Anjou. Donc, c'était pas un criminel majeur pour la police. Pendant qu'Alfonso Caruana participe tranquillement aux affaires de la famille, leur fortune s'est considérablement étendue. En 1969, l'oncle d'Alfonso Caruana, Pasquale Contreras, reçoit un membre influent de la mafia, Tommaso Buscetta. Les deux hommes ne se connaissent pas, mais à titre d'homme d'honneur, Pasquale Contreras offre l'hospitalité à son visiteur. Alfonso Caruana sert de chauffeur à l'invité dans tous ses déplacements à Montréal. Tommaso Buscetta découvre que les Caruana Contreras sont extrêmement riches et qu'ils dirigent un réseau de trafic d'héroïne entre l'Europe et les États-Unis, en passant par Montréal. Officiellement, Pasquale Contreras gère une pizzeria. On est arrivé dans les années 70 avec une grosse famille de mafia à Montréal, composée en partie de Calabrais, en partie de Siciliens, et tout le monde s'entendait très bien, comme larron en foire. Puis les activités criminelles étaient à leur meilleur. À Montréal, au début des années 70, des tensions apparaissent à l'intérieur de l'organisation mafieuse entre Paolo Violi, le bras droit du parrain Vic Cotroni, et Nick Rizzuto, l'ami des Caruana Contreras. La situation se détériore sérieusement.
Violi voulait garder un contrôle absolu sur toute la famille, alors que Rizzuto n'avait pas la même façon de fonctionner que Violi. Et lui, il voulait créer son propre groupe, avoir sa propre indépendance et pouvoir faire ses activités tout en étant ami avec les autres, mais ne voulait plus être un sous-groupe de l'équipe Cotroni. C'est là que ça avait commencé. Paolo Violi n'accepte pas la situation. Pour intimider Rizzuto, il menace de faire tuer ses amis Contreras. Pasquale Contreras et ses frères se réfugient au Venezuela, dans la base arrière de la famille. C'est à cette époque que Pasquale Contreras fait la rencontre de Meyer Lansky, un personnage clé du crime organisé américain. Meyer Lansky était l'architecte du blanchiment d'argent pour la Cosa Nostra américaine. Meyer Lansky conseille à Pasquale Contreras de s'installer en Italie et de créer des compagnies. Ces entreprises lui serviront de couverture légale pour camoufler un vaste réseau de blanchiment d'argent. Pasquale Contreras ainsi que plusieurs autres membres de la famille s'installent alors au sud de Rome. Les affaires vont être faciles pour la famille, car le gouvernement italien, soucieux de développer cette région ravagée par la pauvreté et la criminalité, veut y implanter des entreprises. Beaucoup de contrats gouvernementaux sont octroyés. Ironiquement, les Caruana Contreras sont presque les seuls à en profiter. Tout en surveillant étroitement le développement des affaires de la famille au Venezuela, les frères Contreras s'installent à Ostia, une station balnéaire proche de Rome. Ils commencent à investir les profits du trafic de drogue dans des entreprises légales. Le colonel des carabiniers, Angiolo Pellegrini, travaille à la lutte anti-mafia en Italie. C'était une région plus tranquille où ils pouvaient exercer leurs activités. Les gens de la mafia ont toujours choisi les régions les plus tranquilles lorsqu'ils s'éloignaient de leur terre d'origine. Grâce à leur puissance, la famille n'a eu aucune concurrence. Personne ne se présentait pour répondre aux appels d'offres. Les seules entreprises à être sur les rangs étaient celles des Contreras Caruana. Rapidement, la famille s'enrichit dans la construction de bâtiments publics, de réseaux hydrauliques et de routes. Peu de temps après, Alfonso Caruana rejoint les Contreras en Italie. Il ouvre une concession automobile à Frascati, dans la grande banlieue de Rome. Ils ont amassé en Italie, dans les années 70, des millions de dollars qu'ils ont investis au Venezuela. Pendant ce temps, à Montréal, le conflit s'envenime entre Paolo Violi et Nick Rizzuto. En 1971, 27 hauts responsables appartenant aux deux groupes rivaux se rassemblent à l'Épiphanie, une petite ville à l'est de Montréal, dans la maison d'un des membres de la famille Caruana. Et cette réunion-là avait pour but de tenter de régler le conflit qui commençait à ce moment-là à se développer entre Nick Rizzuto et Paolo Violi. La réunion est soudainement interrompue par une descente policière. Toutes les personnes présentes sont arrêtées. Cependant, les policiers ignorent le véritable objet de la rencontre et l'importance réelle des participants. La police avait fait une perquisition pour une maison de jeu. Je pense que les gens ont reçu un carle-mal, une convocation à se présenter à la cour ou de plaider coupable, puis il y a eu 20 piastres d'amende. C'était l'aspect légal de ça. Les policiers ont pourtant reconnu certains représentants du crime organisé comme Paolo Violi ou Pietro Sciarra, les seconds du parrain Vic Cotroni. Par contre, ils découvrent pour la première fois des noms comme Caruana, Contreras ou Cufaro. Toutes les personnes appréhendées sont prises en photo, mais il n'y aura aucune suite sérieuse à cette affaire. Pour les mafiosi, la réunion a échoué sur tous les plans. Aucun compromis n'a été trouvé. Une guerre de territoire se prépare entre Violi et Rizzuto. Les deux leaders avaient chacun une équipe. Et il y a eu quelques meurtres à Montréal. Là. Des gens du groupe Violi ont été assassinés, des gens du groupe Rizzuto ont été assassinés aussi. Craignant sérieusement pour sa vie, Nick Rizzuto se réfugie à son tour au Venezuela. Il retrouve ses amis, les Caruana Contreras,
et commence à travailler avec eux. Tant que ses ennemis demeurent à Montréal, il ne peut y retourner. À Montréal, au début des années 70, les autorités envisagent une vaste enquête sur le crime organisé. La police surveille ainsi Paolo Violi, qu'elle sait être un membre influent de la mafia montréalaise. Violi est propriétaire du Reggio Bar et d'une crèmerie, la Gelateria Violi. Les deux commerces sont tous deux situés dans le même local, sur la rue Jean Talon à Saint-Léonard. Sachant que le téléphone de sa résidence est sous écoute, Violi installe son bureau au Reggio Bar et continue à mener ses activités illégales en toute sécurité. Tous les visiteurs mafiosos étrangers venaient chez Violi, tous les Montréalais, les criminels allaient chez Violi. Donc la police se sont dit, pour savoir ce qui se passe, on va vraiment installer des micros. Et c'est là que Ménard est entré en fonction. Au début des années 70, Robert Bob Ménard est l'un des enquêteurs chargés de surveiller Paolo Violi. Il se souvient du quartier dans le temps. Zelleuse au coin de Pineuf, il y avait un Zelleuse. Il y avait une cafétéria, là. Bob Ménard a de la chance. En janvier 71, Paolo Violi place une pancarte pour louer l'appartement situé juste au-dessus du Reggio Bar. J'ai été me chercher une carte d'assurance sociale, un certificat de baptême, j'ai été me chercher une carte de crédit, j'ai ouvert un compte, un permis de conduire. Je me suis ouvert une compagnie, Wilson Electrical Contractor, et puis j'avais mon bureau, puis je payais mes taxes, puis j'étais un bon citoyen. Grâce à l'attruchement de mes supérieurs, on a ouvert un petit dossier criminel, pas trop gros, juste assez pour que ce soit intéressant, mais pas trop mauvais. Sous le nom de Robert Wilson, Bob Ménard loue l'appartement. Et il m'a dit, sais-tu ce que j'aime de toi? Il dit, tu te mêles de tes affaires, t'es pas un renifleux, puis tu te mets pas le nez dans ce qui te concerne pas. Puis il dit, je trouve donc que t'es un bon garçon, t'es un travaillant. Puis il dit, je sais que t'as une compagnie, hein? Puis il dit, t'es un bonhomme. Les techniciens de la police installent un micro dans le bureau de Paolo Violi. Le fil du micro ressort à travers le plafond, dans l'appartement du policier Bob Ménard. Celui-ci est chargé de veiller au bon état du système d'écoute et de remplacer régulièrement la batterie. Le système d'écoute est parfaitement camouflé. Il ne sera jamais découvert. J'ai fait rien qui pourrait augmenter la sécurité, sauf que je prenais un cheveu et puis je le rentrais dans la porte puis je fermais la porte. Moi, je savais que le cheveu était là, mais personne ne pouvait le voir. Et puis si quelqu'un aurait rentré dans la place, parce que je savais fort bien qu'il y avait probablement une clé, eux autres aussi. C'est eux autres qui me l'ont fourni. Alors, je savais. Et puis ça, c'était une des manières que j'ai su qu'ils ont été reniflés, ils ont été sniffés dans ma place. Mais rien t'a dérangé. Rien. La surveillance va durer 6 ans. 6 ans de renseignements essentiels pour la police. Entre autres, les écoutes donnent un portrait complet de l'organisation de la mafia en Sicile. Les policiers apprennent également la décision de Paolo Violi d'éliminer Nick Rizzuto. Pendant ce temps, en Italie, les Caruana Contrera continuent à faire des millions de dollars dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, et tout cela dans la plus grande discrétion. Ils vivent modestement, ils ne font pas étalage de leur richesse, ils cherchent à être respectueux et à avoir de bons rapports avec les autorités constituées de la région. Le vieux mafieux cherche à se camoufler dans le paysage. Pendant qu'en Italie, la famille mène des affaires prospères, au Venezuela, un événement mondial va influencer ses activités. Les Caruana Contrera comptent bien en profiter. En 1974, les principaux membres de la famille Caruana Contrera quittent l'Italie pour le Venezuela. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, viennent de tripler le prix de l'or noir. Le Venezuela offre désormais une plus grande possibilité de faire de l'argent.
Le prix du pétrole ayant triplé au pays, la famille veut saisir toutes les occasions d'affaires possibles. Rodolfo Schmidt est l'ancien directeur du quotidien Diario de Caracas. Il a été le premier journaliste à enquêter sur la famille. Dans les années 70, il y a eu un grand boom pétrolier, avec un grand désordre financier et une forte croissance de l'État vénézuélien. En 5 ans, on est passé de 700 000 à presque 1 200 000 fonctionnaires. Ça donne une idée de l'étendue du désordre et de la corruption bureaucratique. Sans parler des fonctionnaires corrompus avec des pourcentages sur les affaires ou des ristournes. Les Caruana Contreras commencent à étendre leur emprise dans le pays. La famille tisse des liens avec le pouvoir en place et profite impunément de la souplesse des lois du pays. Carlos Tablante est député à l'Assemblée nationale. Il est très impliqué dans la lutte contre le crime organisé au Venezuela. Au cours des années, on a pu constater l'évidence de relations entre des personnes reliées à des activités criminelles et des représentants du pouvoir politique. Les Caruana Contreras, en plus d'introduire la mafia dans le pays, ont bouleversé le paysage politique et moral du Venezuela. Les Caruana Contreras profitent non seulement de la situation, mais incitent d'autres individus à en faire autant. Les gens se rendent compte que le chef de la police est corrompu. Il possède une maison ou une villa qu'il ne peut justifier. Et il ne se passe rien. Alors pourquoi le simple policier ne ferait-il pas la même chose que son chef? Et cette méthode sera développée et raffinée par le clan Caruana Contreras. Vous présentiez une valise remplie d'argent dans n'importe quel établissement bancaire et on ne vous demandait pas d'où venait l'argent ou quelle était son origine légale. Où était le certificat d'origine légale de cet argent que vous vouliez investir? Ce climat d'impunité a créé un contexte favorable, c'est ce que nous pensons, pour attirer les capitaux générés par les activités internationales du crime organisé. Le Venezuela des années 70 était un véritable paradis pour les criminels. La mise en place des pratiques mafieuses et leur succès a révélé à beaucoup de personnes en situation de pouvoir qu'il y avait bien des façons de faire fortune. Les membres de la famille s'installent à Caracas dans un quartier résidentiel. Leurs maisons sont très bien gardées. Guillermo Jiménez était commissaire général de la police vénézuélienne. Pendant des années, il a suivi à la trace Pascual Contreras et ses frères. J'avais pris l'habitude de les observer à Caracas, dans un lieu appelé Grand Café. Tous les groupes italiens se réunissaient là le week-end et même en semaine. Ils étaient plutôt simples et tranquilles. Si je devais décrire leur comportement, je dirais qu'ils vivaient une vie plutôt familiale, mais socialement intégrée. Ils n'étaient pas démonstratifs. Pasquale était toujours en complet cravate, alors que Gaspare et les autres s'habillaient plus décontractés. Personne n'aurait pu dire qu'ils étaient des membres importants du crime organisé. Ils avaient l'air de chefs d'entreprise italiens qui, avant d'immigrer ici, travaillaient dans l'agriculture. Au Venezuela, les Caruana Contreras sont propriétaires d'une 50aine de comptes de banque, plus de 30 compagnies, plusieurs hôtels et des fermes d'élevage. Une de ces fermes possède 2 pistes d'aviation. Elle est située près de la frontière avec la Colombie. À cette époque, la Colombie est le premier fournisseur mondial de cocaïne. Les entreprises qu'ils possédaient avaient de temps à autre certaines activités pour justifier leur existence. Ainsi, en certaines occasions, pour les fermes agricoles, ils achetaient et vendaient du bétail pour cacher d'autres transactions.
They were practically untouchable. Ils étaient pratiquement intouchables au Venezuela. Well connected with Ils avaient the des jet bonnes set. relations avec le jet They set. had money. And, Avec leur argent, dans un pays où 80% de la population était pauvre, ils pouvaient tout acheter. they, with money, Les politiciens, les services, tout. De cette façon, ils ont réussi à s'imposer parmi les hommes d'affaires les plus importants du Venezuela. become one of the major businessmen of the Venezuela. Rafael Rivero Muñoz est le premier enquêteur à apporter la preuve des activités mafieuses des Caruana Contreras au Venezuela. C'étaient définitivement des compagnies de façade. La plupart étaient en faillite. Ils les achetaient et se les répartissaient entre eux pour former d'autres entreprises. La compagnie la plus importante s'appelait Aceros Prensados, une compagnie de produits en acier. Elle était située dans ce quartier industriel de Caracas. Pendant plusieurs années, les Caruana Contreras se sont servis de cette compagnie pour leurs opérations de blanchiment d'argent. De Montréal, la famille faisait parvenir régulièrement à l'entreprise des traites bancaires d'argent blanchi. Aceros Prensados réinjectait par la suite l'argent dans des activités légales. Derrière moi, l'hôtel Odéon, le premier hôtel identifié comme appartenant aux Contreras. La gestion des hôtels est un autre moyen pour la famille de blanchir de l'argent. Un enquêteur vénézuélien a noté que pour réaliser le chiffre d'affaires déclaré par la famille pour leurs hôtels, il leur aurait fallu louer toutes les chambres de tous leurs hôtels, toutes les 7 minutes. Pendant qu'au Venezuela, Pascual et Contreras et la famille bâtissent leur empire, à Montréal, la police de la communauté urbaine continue d'écouter les conversations que Paolo Violi entretient dans son Reggio Bar avec des hauts gradés de la mafia sicilienne. L'importance des écoutes électroniques du Reggio Bar de Montréal est fondamentale dans l'histoire judiciaire de la mafia. Le juge Gioacchino Natoli est un expert mondial de la mafia. Jusqu'à aujourd'hui, les enregistrements du Reggio Bar sont la preuve objective la plus forte qu'on ait jamais réussi à obtenir dans toute l'histoire des enquêtes judiciaires italiennes sur l'existence et la structure de la Cosa Nostra. Les écoutes du Reggio Bar révèlent aussi l'existence des Caruana Contreras. Mais à l'époque, ces noms ne soulèvent aucune méfiance. Pour les policiers, ils ne sont pas des personnages très importants. Pourtant, la famille est en train de réaliser d'autres projets. Alfonso Caruana est revenu à Montréal, laissant les affaires du Venezuela à son oncle Contreras. Il se concentre désormais sur un nouveau projet en Angleterre. En effet, quelques membres des Caruana Contreras s'installent à Londres en 1975. Peu à peu, ils parviennent à mettre sur pied un réseau de trafic d'héroïne et de vente de narcotiques. La principale filière d'héroïne de la famille passe désormais par l'Angleterre. La drogue, en provenance du Moyen-Orient, transite par les ports anglais. Aussitôt parvenue en Angleterre, elle est acheminée vers les États-Unis, via Montréal. Le défi pour les Caruana Contreras dans ces opérations est de déjouer les douanes canadiennes qui risquent de se méfier des marchandises en provenance du Moyen-Orient. Ils utilisent un stratagème. Ils cachent la drogue dans des caisses de produits commerciaux divers. À leur arrivée en Angleterre, les caisses sont sorties du port. Elles sont ensuite étiquetées une deuxième fois, puis réexpédiées au Canada comme si l'Angleterre était leur point de départ. L'Angleterre et le Canada étant deux pays du Commonwealth, les douaniers canadiens sont moins suspicieux. Pendant le séjour des Caruana Contreras en Angleterre, le trafic de drogue dans les ports britanniques est en plein essor. Les saisies d'héroïne effectuées par la police en Grande-Bretagne sont passées de 20 kilos par an à 220 kilos, 11 fois plus. Les policiers estiment les saisies
à 10% du total du trafic de drogue. À cette époque, ils sont devenus une organisation très puissante. Tout le monde faisait affaire avec eux parce qu'ils contrôlaient le trafic de l'héroïne, de la cocaïne, du hashish à la tonne. Puis, ils ont développé un système de blanchiment d'argent, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les principaux groupes de crimes organisés dans le monde. À Montréal, la mafia locale vivra ses derniers moments sous le commandement du parrain Vic Cotroni et de son lieutenant, Paolo Violi. Nous avons toujours cru que le public payait la note dans les systèmes ou réseaux du crime organisé. C'est pourquoi nous croyons... À Montréal, une vaste enquête sur le crime organisé, la SECO, est en cours. La commission siégera pendant plusieurs années. Pour la première fois de l'histoire, le public québécois est directement informé sur le monde du crime organisé. Le crime organisé sur le public en général devient moins grand. Sergent retraité de la GRC, Rocky Gradiano est analyste spécialisé dans le crime organisé et expert auprès des tribunaux. Il n'y a aucun doute que la plus importante enquête criminelle au Québec et même au Canada a été la SECO, la commission d'enquête sur le crime organisé. La commission appelle à comparaître des dizaines et des dizaines de témoins soupçonnés d'activités criminelles. Une grande partie des auditions est réservée à la mafia de Montréal. Malgré tout, les membres de la famille Caruana Contreras continuent de passer inaperçus. Lorsque vous nous avez dit tout à l'heure que vous... La commission a démontré que l'organisation avait des liens solides avec la Cosa Nostra, la famille Bonanno de New York, et que son fonctionnement était le même que celui des familles de la Cosa Nostra, à New York, aux États-Unis, en Sicile ou en Calabre, avec des associés, des membres, des codes de conduite et bien sûr la loi du silence, l'omerta. La commission convoque Vic Cotroni, le parrain présumé de la mafia de Montréal. Vic Cotroni refuse de répondre aux questions. Il est condamné à 1 an de prison pour outrage à la commission. La Cosa Nostra de New York désigne alors Paolo Violi pour le remplacer temporairement. Pour la première fois, l'utilisation d'écoutes électroniques est révélée au grand public. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la police utilisait l'écoute électronique comme base de renseignement, mais la surveillance physique et électronique, c'était quelque chose de tabou à la police. On n'en parlait pas. On l'utilisait, mais on ne l'amenait pas devant le tribunal. Les conversations enregistrées au Radio Bar ont été aussi utiles pour la justice canadienne qu'elles l'ont été pour la justice italienne. Elles ont permis de mettre à jour les activités de Paolo Violi de façon très précise. Tous ceux qui ont traité avec lui sont appelés à témoigner. Monsieur Salvatore, vous n'êtes pas allé rencontrer M. Paolo Violi concernant cette réclamation? Non. Le 13 décembre 1973, 9h42 du matin. 9h42 du matin. Disons que je ne me souviens pas d'aller voir Paolo Violi pour régler l'affaire. Peut-être j'ai aidé dans un restaurant, je ne sais pas, mais... Sous votre serment. Les Caruana Contreras, n'ayant officiellement aucun lien d'affaires avec Vic Cotroni et Paolo Violi, continueront en toute tranquillité d'étendre leurs tentacules partout dans le monde. Ils étaient devenus multimillionnaires. Ils faisaient des tonnes d'argent. Alors, il fallait qu'ils trouvent d'autres pays où investir, ou blanchir leurs revenus. Ils ont choisi le Canada et la Suisse. Alfonso Caruana s'installe à Lugano en Suisse, près de la frontière italienne. Il y exploitera le système bancaire helvétique. Le secret bancaire étant de mise dans ce pays, Alfonso Caruana ne sera jamais obligé de déclarer la provenance des fortes sommes d'argent ou des traites bancaires qu'il déposera. Beaucoup de ces traites proviendront des banques montréalaises. À Montréal, les enquêtes menées par la commission ont des effets dévastateurs au sein de la famille Cotroni.
Les écoutes du Regio Bar dévoilées devant la SECO apportent des masses de renseignements précieux sur l'organisation de la mafia à Montréal. À son tour, Paolo Violi est appelé à témoigner devant la commission. Mr. Violi, do you know Mario Chambra? I refuse to testify because the court can give me protection for the count number 5. Mr. Violi, do you refuse? No, I don't want to testify. Do you refuse? I don't say I refuse. You don't say you refuse, but you don't testify. Mr. Violi, this commission finds you guilty of contempt and sentence you to 12 months in jail. En décembre 1975, Paolo Violi est condamné à 1 an de prison pour outrage à la commission. Il demande à son frère Francesco de veiller aux intérêts de la famille de Montréal pendant que Vic Cotroni et lui sont incarcérés. La commission d'enquête sur le crime organisé a dévoilé aussi beaucoup de renseignements aux ennemis de Violi. Les Siciliens découvrent ainsi que Violi n'a aucun respect pour les traditions mafieuses. L'appât du gain le pousse à commettre des actes indignes du code d'honneur de la Cosa Nostra. Violi avait un appétit pour l'argent et à quelques reprises, on a vu qu'il a envoyé ses petits soldats voler des voisins pendant les funérailles et des mariages. C'était pas pour améliorer son image vis-à-vis de ses collègues et vis-à-vis de ses ennemis surtout. Ses activités étalées au grand jour, Paolo Violi sait qu'il est en disgrâce devant ses patrons de New York et que le milieu ne le respecte plus. En 1977, pendant qu'il est incarcéré, Violi reçoit un sérieux avertissement. Son frère Francesco est assassiné. Celui qui a été le bras droit du parrain Vic Cotroni sait désormais que ses jours sont comptés. À sa sortie de prison, Paolo Violi reprend le contrôle des affaires de la famille de Montréal. En janvier 1978, il vend son Regio Bar. L'établissement est rebaptisé le Bar Jean Talon. Violi y vient souvent jouer aux cartes avec des amis. Pendant tout ce temps, Paolo Violi s'attend au pire. Depuis des semaines, des hommes déguisés et armés rôdent tous les soirs autour du Bar Jean Talon. Le dimanche 22 janvier 1978, Paolo Violi est invité à une partie de cartes. Dès son arrivée, un coup de téléphone est passé au Venezuela, à l'attention de Nick Rizzuto. Ou porco ecca, le cochon est ici. Vers 19h30, 2 hommes entrent dans le bar, armés de fusils de calibre 12. L'un d'eux s'approche de Violi et le tue à bout portant. Les 2 hommes s'enfuient par la porte arrière. Un deuxième coup de téléphone est immédiatement envoyé au Venezuela. U porco è morto. Le cochon est mort. 4 hommes sont arrêtés. 2 d'entre eux sont des parents de Nick Rizzuto. Les 2 autres appartiennent à la famille Caruana Contreras. 3 des 4 hommes sont condamnés pour complot en vue de commettre un meurtre. Avec l'accord de la mafia de New York, Nick Rizzuto devient le chef de la mafia de Montréal. À l'hiver 1980, Niccolo Rizzuto est revenu à Montréal. Alors on voyait là se former un nouveau groupe, ou une nouvelle branche du vieux clan de Montréal qui reprenait ses activités. La prise de pouvoir de Nick Rizzuto à Montréal donnera un nouvel élan aux affaires des Caruana Contreras.
Montréal devient une autre forteresse pour la famille, qui va profiter de cette situation pour faire transiter encore plus de drogue au pays et y blanchir davantage d'argent. En 20 ans, les Caruana Contreras ont réussi à s'imposer dans une demi-douzaine de pays. Alfonso Caruana, quant à lui, est prêt à accroître la puissance de la famille. Grâce à son expertise, les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent des Caruana Contreras deviendront parmi les plus imposants au monde. Al cuore che